Bonjour à toutes, bienvenue. Nous sommes au Bol d'Or sur le circuit du Castellet en présence de Pascal Tomec. Salut Pascal. Salut David. Et ici on vous propose une émission très particulière. Pour une fois on a quitté les plateaux, on s'est rendu sur le circuit Paul Ricard dans le sud de la France où se déroule la finale du championnat du monde d'endurance. Mais nous on va s'intéresser aux coulisses, Pascal, parce qu'en marge du Bol d'Or, il y a des courses. Il y a une course d'ancienne, le Bol d'Or classique. Il y a une course de roadster, le Bol d'Argent. Il y a une course de trail, la MJ Sarras. Donc, le truc pour nous, c'est de découvrir, de vous faire découvrir les coulisses. Et on va aller où? Il y a ce qui se passe dans les teams, il y a ce qui se passe dans la partie compétition, mais on va aller de l'autre côté de cette passerelle où effectivement il y a un village complet. Et quand on dit village, c'est toutes les activités qui sont mises à disposition pour les motards. Ouais, il y a un salon, il y a même des concerts. Le Bol d'Or, c'est des concerts, c'est du rock. Et donc, on va aller à la découverte de tout cet écosystème du Bol d'Or, les coulisses du Bol d'Or dans Power Sport News. C'est maintenant. Bon, Damien Saulnier, Suzuki Racing, à la télé on voit toujours ce qui se passe là, ce qui se passe à l'entrée. Tu peux nous emmener quelque part, plutôt l'autre côté ou dans des endroits un peu sympas? Est-ce que tu peux me prêter ton micro? Oh, mais je te le prête. Ah, qu'est-ce que t'es un mec sympa. Eh bien, on va faire un petit tour des locaux. Alors moi, je vous invite déjà, avant de parler de la partie de ravitaillement, avant de parler du box où effectivement toute l'équipe travaille, moi je vous invite direct à regarder ce qui se passe dehors. Parce que dehors, j'ai toujours 3 personnes qui sont hyper impliqués dans le team, c'est ceux qui sont chronométrage. Parce que là, on voit la moto rentrer, mais eux, pendant 24 heures, ils vont se relayer à 3, Xavier, Fred et Reynald, et eux vont prendre les chronos, tous les tours, toutes les qualifs, les essais de nuit. Et là, ça devient sympa, on rentre dans le box. Donc là, il y a les 2 motos, l'ensemble des techniciens et ingénieurs qui travaillent dessus. Donc là, il y a Zhu, nos amis japonais, Julien, qui est un ancien élève du junior team Le Mans Sud Suzuki. Personnage important que je vois passer derrière toi, c'est Nicolas. Nicolas, c'est notre crew chief, c'est le monsieur réglage, le monsieur stratégie châssis, le monsieur qui coordonne un peu tout ce qui se passe dans le store d'une façon technique, et il le fait merveilleusement bien. Et en plus, c'est un mec sympa. Xavier, comme j'expliquais tout à l'heure, qui est au chrono avec Reynald et Fred également. Donc eux ont l'œil sur la moto toute la course. Ils ne la lâchent jamais. Masato, ingénieur moteur. Donc Masato, lui, c'est une personne de chez Yoshimura. Qui lui fait les moteurs et puis opère tout au long de la semaine avec Gaëtan qui n'est pas présent, qui eux vont gérer toute la stratégie moteur, toute l'évolution, etc., les températures, enfin tout ce qui peut toucher la motorisation. Donc là on a Théo, élève du junior, qui gère avec Gwen Vael les pneumatiques. Donc là eux sont en train de préparer toute la partie pneumatique, les bons pneus au bon moment avec les bonnes pressions, c'est ça? Exactement, il confirme. La température et la pression des pneus? Alors ça, je dirais que c'est un peu propre à chaque manufacturier. On va le garder un peu secret pour nous. On fait ça, Théo? Donc là, on a essentiellement tous les avants qui sont là, on va retrouver une dizaine d'avants. Et puis la même chose pour les arrières. Donc effectivement, il y a beaucoup de roues de montée. Pas parce qu'il y a forcément beaucoup de choix de pneus, mais parce que ça fait partie de notre fonctionnement. On ne veut pas être pris au dépourvu. Donc on... Il y a beaucoup sur la partie technique, quand il fait très très chaud, il y a beaucoup d'écart de température entre le moment où il fait très très chaud et le moment où il fait très très froid. Alors ça peut, oui, on peut avoir des gros écarts de température. On s'est retrouvé des fois avec des pistes au-dessus de 50 degrés, 50, 60 degrés comme au Japon. Donc c'est là après où il faut être vigilant par rapport aux pressions, aux températures de départ, et pressions qu'on mettra pour le run. Parce qu'après, vous imaginez que s'il y a une montée en pression qui est trop importante, on n'a pas de grippe. Allez, on avance, on va monter... Alors ici la partie stratégie de course où Quentin vient de descendre, où Jeff est présent, en gros là, on va suivre notre moto en permanence, où elle est au niveau des chronos, les pilotes comment ça évolue, quel moment on va être mieux, moins bien, et puis également suivre tous les concurrents, les autres concurrents, parce que nous, ce qui nous intéresse bien évidemment c'est notre moto, mais ce qu'on suit énormément c'est les petits copains, là ça nous intéresse également.
Amandine qui gère avec Agathe, comme je disais à l'instant, la partie communication, la logistique, etc. de l'équipe tout au long de l'année. Là, on a les casques pour les pilotes. Chaque pilote a son étagère avec les sèche-casques, les sèche-gants, les sliders de près, les visières, fonction de la météo, fonction le soleil tombant, etc. Là, derrière, on va passer du côté, on va dire, technique, où là, on a... je dirais que là, c'est un endroit qui sert beaucoup moins pour la course, étant donné qu'on a, si on vient ici chercher du matériel, c'est que ça se passe pas très bien. Là, le coin restauration, un petit café, un petit creux. Sébastien, que j'ai pas présenté, qui est présent, il se cache. Sébastien qui lui s'occupe depuis maintenant qu'on a repris le CERT de mettre l'essence dans la moto. Donc lui, il est juste indispensable. Il faut être super sympa avec lui. Déjà, il est un peu costaud. Donc là, on va rester à l'entrée. On va pas aller forcément très loin. Parce que voilà, c'est un petit peu notre matériel. Et là, par contre, on a les dériques pour mettre l'essence que Sébastien va prendre à chaque fois. Donc c'est, je crois que c'est 35 kg le déric. Et quand les pilotes ont roulé, en gros, l'histoire, c'est de faire quoi? On a roulé, on descend de la moto, on mange, ou on prend une douche, ou on va voir le kiné. Il y aura forcément les trois. Il y aura la douche, le kiné. C'est un rituel exactement, obligatoire. Exactement. Et on finira avec du repos. D'accord. Voilà. Okay. Je pense qu'on a fait le tour de toute notre magnifique activité avec notre belle équipe. Et donc, j'arrête là. Ouais. En tout cas, merci. Le merci, c'est nous, les gens qui vont regarder, qui vont avoir toutes ces informations qui sont difficiles à obtenir. Donc merci à toi Damien, merci au CERT de nous avoir accueillis. Et on va vous souhaiter une très bonne course. Et puis on se dit en tout cas à très bientôt. Moi je valide. Merci. Les coulisses du Bol d'Or, c'est aussi la salle de presse où travaillent les journalistes du monde entier, comme sur les Grands Prix, comme sur les championnats du monde. C'est un championnat du monde d'endurance et il se tient en marge de cette activité, cette ruche fourmillante. Et ben, il y a des conférences de presse et notamment là il y a des cabines pour la télé et juste derrière la salle de presse il y a une salle de conférence où actuellement se tient une conférence de presse par les promoteurs du Bol d'Or. Suivez-moi. Alors de la part de tous les organisateurs, que ce soit les 8 heures de Spa, les 24 heures du Mans et le Bol d'Or, je voudrais avant tout remercier Warner, Ross, Discovery, Sport, représentés par Jean-Baptiste et toutes leurs équipes pour tout le travail qu'ils ont fait. Pour ces 11 années, tout ce qu'ils ont apporté à l'endurance. Par la voix basse, parce qu'on ne va pas perturber la conférence de presse, mais ils sont en train d'annoncer qu'il y a un changement de promoteur du championnat du monde, c'est-à-dire que c'était Warner qui produisait le championnat du monde d'endurance et maintenant c'est les organisateurs du Bol d'Or, des 24 heures moto et des 8 heures de Spa qui se regroupent pour former une seule entité qui va organiser le championnat du monde d'endurance. Du championnat qui nous ont fait confiance pendant toute cette durée. Bon là on a une séance de dédicace un peu particulière, il y a énormément de monde, donc les pilotes se prêtent à cette situation auprès de tout le monde. Ça a une importance pour le team Kawasaki? Oui, c'est très important puisque avant tout la course c'est un spectacle et on doit créer un lien entre les spectateurs et nos pilotes et c'est quelque chose de très important, c'est une première mise en jambe avant la course. Et ça se déroule tout le temps le vendredi, la veille du départ de la course? Non, en fait ça va dépendre des courses du championnat. Des fois on peut avoir ça le samedi matin, on peut avoir ça le vendredi, mais c'est toujours en fin de semaine quand les spectateurs commencent à arriver et c'est très bien. C'est là où ça brille le plus? Oui, exactement. Alors ta fonction dans la structure WeBike? Alors moi je suis responsable technique de cette structure. Je gère toute la partie française depuis maintenant 3 ans. Et quand tu dis la partie française, c'est quoi? Eh bien en fait c'est WeBike Trickstar France, donc une société française qui représente Kawasaki en championnat du monde d'endurance. Et c'est combien de personnes en tout chez Kawasaki? Alors sur les circuits c'est entre 25 et 30 personnes, de permanent c'est 3-4 personnes à l'année. Voilà. Quels sont les pilotes qui sont sur le team?
Alors on a 4 pilotes, on a Grégory Leblanc, on a Christian Gamarino, Mike Di Meglio et Roman Ramos. Et depuis cette année, ça se passe très très bien, on a vraiment des pilotes très performants, on est super contents. Donc c'est le grand retour officiel à tout niveau de Kawasaki. Ah oui, bah là de toute façon là on est là pour jouer le titre de champion du monde. Actuellement on est 3e, mais on se bat pour aller chercher la première place. Nous sommes avec Christophe Game, rédacteur en chef de Moto Revue Classique, sur une moto ancienne, une FZR 1000 Yamaha, avec laquelle nous allons concourir au Boulder Classic. Alors le Boulder Classic, Christophe, c'est quoi? Alors le Boulder Classic, comme son nom l'indique, c'est une course d'endurance réservée aux motos classiques. Plus courte, ça ne dure pas 24 heures, hein, ça dure 4 heures en 2 manches de 2 heures. Et pour des motos fabriquées jusqu'à 1993. Et alors ça se déroule dans le cadre du Boulder. Voilà, c'est à l'origine, en 2003, il y avait un week-end spécifique Boulder Classic à Magny-Cours, mais depuis l'arrivée de l'événement du Boulder au circuit Paul Ricard, tout a été regroupé dans un week-end, c'est-à-dire Boulder Classic, Bol d'Argent et Boulder. Donc toi, tu es rédacteur en chef de Moto Revue Classique, qui fait partie du groupe La Rivière, qui édite Moto Revue. Le Boulder Classic s'inscrit dans les pas du Boulder. C'est vraiment, on peut parler de petits frères ou de grands frères? Alors oui, de frères on va dire, petit parce que la course est plus petite, mais plus grand parce que c'est un événement qui raconte l'histoire un peu de l'épreuve, qui remet en situation des machines qui ont roulé là il y a 30 ans. Voilà. Le Boulder, c'est aujourd'hui la 88e édition du Boulder. Moto Revue est encore plus ancien. Tu nous racontes un peu tout ça? Alors oui, si tu veux, bah écoute, Moto Revue c'est 1913, donc c'est un des magazines les plus anciens en France, toutes catégories confondues. Je prends souvent comme exemple, c'est pas très drôle, mais enfin il y a des poilus qui sont partis à la garde 14 avec Moto Revue roulé dans leur sacoche, quoi, tu vois, donc ça remet en perspective si tu veux. Bref, le magazine a perduré. Au début des années 60, à la fin des années 60, pardon, La Rivière a racheté, pour simplifier, le Boulder, l'a fait perdurer, c'est aujourd'hui une des épreuves les plus connues en sport mécanique dans le monde. Et depuis 2003, donc comme j'ai dit tout à l'heure, l'épreuve a essaimé en Boulder classique, sans parler évidemment du bol d'argent. Les règles, c'est quoi? C'est des motos anciennes, mais il y a une limite, il y a des limites? Oui. Il y a des catégories aussi? Oui, alors il y a des catégories. Alors évidemment, si tu veux, au fil du temps, ça a évolué avec les périodes. Les premiers Boulder classiques, les motos, c'était schématiquement des motos des années 80. Maintenant, c'est des motos des années 90. Pas grave, on la met dans le box. C'est surtout toi qui les fais. Super. On sait pas combien on est quoi. Non. Allez dans les 4 dans les 4 premiers, 6e David. 6e. Top, super. Tu t'es éclaté? On n'a pas gagné. La difficulté d'entretenir les vieilles motos fait qu'aujourd'hui, on roule plus facilement sur une FZR 1000 de 1989 comme celle-ci ou une CBR 900 de 1992. Voilà. Donc le Boulder classique est vivant, c'est-à-dire qu'il évolue avec son temps. Alors évidemment, il ne peut pas être figé parce qu'autrement, ce serait difficile d'avoir un aussi beau plateau. Parce que le mérite de l'événement, c'est qu'on remplit la grille de départ en quelques semaines et on a même une liste d'attente d'une douzaine de pilotes. Et il y en a combien sur la grille aujourd'hui? 70 pilotes au départ, 70 équipages, donc 140 pilotes au départ. C'est impressionnant. Merci Christophe, et puis on te souhaite une bonne course. J'espère que tu vas faire le meilleur résultat possible. Bah écoute David, je le souhaite et je compte sur toi surtout. Bon voilà, Pascal, maintenant moi je vais te passer le micro, je te passe le relais parce que moi j'ai ma qualif à faire dans 5 minutes approximativement, donc à toi de continuer.
toujours la balade des coulisses du Bol d'Or. On croise Jacques Monchanin, promoteur du Salon de Lyon. Jacques, pourquoi cette présence au Bol d'Or ? Alors, c'est pas un scoop parce que ça fait au moins 10 ans qu'on vient ici. J'aime bien venir en plus dans ce box 18 parce que chaque fois, on peut travailler sur une expo qui correspond un peu à l'ADN du salon. Alors, l'année dernière, c'était les trails parce que c'est la première course de trail au bol. L'année d'avant, c'était de la route à la piste. Ça a été aussi sur Johnny. Et cette année, on avait trouvé un sujet assez intéressant. C'était les combinaisons des vainqueurs du Bol d'Or. Donc, on a plus de 30 combinaisons de vainqueurs du Bol d'Or depuis la première, 69, Michel Rougerie, jusqu'à celle de l'année dernière. Donc, toujours une satisfaction pour quelqu'un qui fait un déplacement dans le monde de la moto, que ce soit venir au Bol d'Or ou aller au Salon de Lyon, c'est toujours des thèmes qui sont liés au motard. Des thèmes qui sont liés au motard, des thèmes aussi des champions. Certains champions malheureusement sont plus là, j'irai pour nous accueillir, pour signer des autographes. Donc c'est aussi de la nostalgie et puis c'est aussi quand même de la compétition parce que c'est des gens qui ont marqué leur temps, qui ont été très forts. Et on a certains, comme Dominique Sarron, je crois 6 victoires. Il y a quand même des gros palmarès. Alors on va commencer avec la première parce que c'est le renouveau du Bol d'Or 1969, Montlhéry. Donc le Bol d'Or renaît de ses cendres et le premier vainqueur, c'est Michel Rougerie. On a la chance d'avoir sa combinaison. Ensuite, suivi aussi d'une grosse institution, mais même pas une cathédrale. Il a roulé chez Kawasaki, il a roulé chez Honda. C'est Jean-Claude Chemarin qui a gagné le Bol d'Or en 76, 77, 78, 79. Donc il avait fait vraiment le boulot et ça a été un des premiers gros champions du bol. Après, on a quelqu'un très connu qui est encore en activité dans la moto, c'est Dominique Sarron. Et lui qui en a gagné 80, il a gagné 4, 5, 6, il a gagné 7 Bol d'Or. 7 Bol d'Or pour Dominique Sarron. Donc ce qui est aussi un très gros palmarès. Christian Lavieille, qui j'ai un peu d'affection parce que c'est un Lyonnais. C'est un Lyonnais et qui, qui a eu 2 titres de champion du monde. Et on a la chance d'avoir la combinaison de Jean-Louis Battistini, qui est quand même qui était un pilote local, qui a gagné 4 victoires de 86, 87, 91, 95. Et là, on a même le contenu parce que le pilote est avec nous. Donc, on a à la fois la combinaison et à la fois le pilote. Donc bravo Jean-Louis pour toutes ces années où il a quand même roulé en Kawasaki, il était officiel Honda, il a fini avec Yamaha, c'est ça. C'est ça. Allez Jean-Louis, une petite anecdote sur un Bol d'Or qui t'a marqué. Voilà, donc je vais parler de cette combinaison. Celle-ci n'a pas fait le Bol d'Or. Elle était prévue pour rouler à Suzuka au Japon et nous avions un sponsor, Mandai. C'est des chaînes de magasins japonaises. Et c'est pour ça que c'est écrit en japonais avec le petit drapeau japonais. Ah, c'est pour ça qu'il y a le drapeau, il y a le mix entre la France et le Japon. Chez Yamaha avec Jean-Marc Deltan, qui était aussi une institution et une référence chez Yamaha, qui roule encore un petit peu, qui a un beau niveau. Et puis là, on va arriver vraiment sur le champion des champions, Vincent Philippe, 2, 4, 6, 7, 8 victoires au Bol d'Or. Donc toujours avec Suzuki. Et là, il a repris le manche cette année parce qu'il roulait avec le Team Honda. Et on termine cette visite avec donc le cuir de Sylvain Guintoli, qui était pilote aussi de MotoGP, qui a été un grand champion et qui a été plusieurs titres de mondial et notamment qui a gagné le Bol d'Or en 2021-2023 avec le CERT avec Suzuki. Bon Pascal, on continue nos pérégrinations dans le paddock et on s'est arrêté dans le paddock du Bol d'Argent avec Thierry Tracan, qui n'est pas n'importe qui, puisque non seulement il est rédacteur en chef de Moto Revue, mais aussi c'est lui qui a inventé, qui a initié le Bol d'Argent. On l'écoute. Ouais, alors David, le Bol d'Argent dans sa version roadster, parce qu'il existait avant, tu te rappelles, c'était, il y avait des motos qui ressemblaient à des roadsters, puisqu'il n'y avait pas vraiment des sportives, et puis après les Yamaha, etc. Bref, depuis 2012, on a recréé effectivement le Bol d'Argent. Alors l'idée, c'était quoi? C'était de se dire, le marché phare dans l'Hexagone, en fait, commercialement, c'est les roadsters. Donc, en fait, tous les concessionnaires ont des roadsters. Quelle que soit la marque, il existe des roadsters de moyenne cylindrée. Donc, on s'est dit, allez, feu, on y va, banco. Et puis, on a lancé cette course la première fois en 2012. Un peu tardivement, on avait une vingtaine d'engagés.
Et puis aujourd'hui, en 2025, comme depuis beaucoup d'années, on refuse du monde. On est à plus de 70 équipages, donc c'est un vrai succès. Et voilà, un vrai engouement autour de cette catégorie. Alors Thierry, tu nous parles de roadster, c'est la catégorie la plus prisée en France. J'imagine qu'il y a plusieurs catégories dans le bol d'argent. Et qu'est-ce qu'un roadster ? Un roadster, on va dire, historiquement, en fait, c'est une sportive décarénée. Voilà. C'est une moto où il y a un moteur, une partie cycle la plus simple possible. Alors après, effectivement, dans beaucoup de marques, en fait, ça va du 125 jusqu'à la 1390 pour certaines marques, si on prend l'exemple de KTM. Honda, on a du 125, on a cette moto qui est la 750 Hornet, on pourrait avoir la CB Miller. Donc voilà, il y a vraiment un panel, et ça c'est valable chez tous les constructeurs, qu'ils soient chinois, européens, japonais évidemment. Donc les concessionnaires peuvent engager des motos à moindre frais, parce qu'un bol d'or c'est une course qui demande beaucoup de monde, une grosse logistique, un budget très conséquent, alors que le bol d'argent c'est une plus petite course, c'est 3 heures, 2 pilotes au lieu de 3 ou 4, une équipe de copains en général, 5 ou 6 mecs pour nous aider à mettre la béquille, à mettre l'essence, etc. Un concessionnaire qui aide ? Un concessionnaire qui aide, qui fait une remise sur la moto, qui arrive à dealer des choses avec les pneus, un petit peu d'huile, etc. C'est pas un frétillement, maintenant c'est plus qu'une confirmation, parce que depuis 2012, on refuse du monde quasiment à chaque édition. Et là, c'est une édition disputée. Alors, les catégories, c'est quoi ? Toi, tu as une Hornet 750. Il y a d'autres catégories, tu es dans quelle catégorie ? Ouais, en fait, il y a 4 sous-catégories. Parce que l'idée, c'était de faire un petit peu l'auberge espagnole. Que chacun vienne et puisse trouver dans cette course ce qu'il est venu chercher, en fait. Alors, si on prend l'exemple, ça, c'est la plus petite des catégories. C'est la bicylindre moyenne cylindrée. C'est des motos qui font moins de 100 chevaux. Après, on passe sur des motos. Si on est en open multicylindre, 3 et 4 cylindres, là, c'est des motos qui font plutôt 130, 140 chevaux. Donc il y a des différentiels de vitesse énormes. Là au chrono, je crois qu'on doit être quelque chose comme 40e sur la grille. Donc en fait, on se fait doubler de partout dans la ligne droite. On essaye de reprendre du temps dans les virages, au freinage. C'est un petit peu frustrant, mais je dirais que c'est aussi ce qui fait celle de cette compétition. Et l'intérêt, c'est qu'il y a 5 ou 6 motos dans cette catégorie. Et on va jouer la catégorie au milieu du plateau complet, quoi. Et on va suivre ce numéro 89. Pourquoi le 89 ? Parce que c'est le département de Lyon, donc tu sais que c'est le centre exactement, d'après les calculs d'Einstein, c'est vraiment là que convergent toutes les forces de l'univers. C'est là, et à Appoigny, vraiment exactement. D'accord, voilà, à Poigny, c'est Lyon, le numéro 89, à suivre au bol d'argent, Pascal. On est toujours dans les coulisses du bol d'or, et alors dans les coulisses, il y a une actualité. Alors cette actualité, c'est un record du Tour. Alors Étienne Masson, champion du monde, d'accord, mais ce record du Tour, c'est quoi ? Ça fait du bien, forcément. On a vraiment beaucoup travaillé avec l'équipe pour avoir une bonne moto pour la finale. Tout se joue ici, donc pour nous c'est très très important. Et il y avait une stratégie qui était en place et tout ça, donc ça a été long, mais quand c'est arrivé, franchement, on était vraiment contents. Ça félicite un peu tout le monde, tous les partenaires et tout ça, donc ça fait vraiment, vraiment du bien. Parce que nous, on connaît donc les victoires du CERT, mais on entend au micro Étienne Masson, le nom qui est scandé, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Record du Tour. Donc on se dit, est-ce qu'à titre perso, ça change quelque chose pour toi ? Ah oui, forcément. Forcément, tu t'entraînes toute l'année pour ce genre de moment et tu travailles toute l'année. En fait, tu te remets en question entre chaque course. Tu essayes de beaucoup travailler sur toi, sur ton pilotage, sur plein de choses. Et quand tu arrives à faire ce genre de choses, forcément, t'es fier parce que tout ce que tu as fait en amont, ça c'est récompensé là. Et surtout, ça récompense aussi l'équipe qui fait un travail incroyable. On a des pneus de fou. Tous nos partenaires nous soutiennent à mort et je pense que c'est une dynamique qui entraîne tout le monde vers le haut. On arrive à porter haut les couleurs de la Suzuki, de Motul, de tout le monde, donc ça fait du bien. Ouais. Le temps, c'est quoi, Étienne ? 50.9 et il a vraiment fallu trouver une bonne roue pour l'aspiration dans la ligne droite parce qu'on sait que c'est vraiment important ici. Et pour aller beaucoup plus vite, je pense qu'il va falloir s'accrocher un peu. Je pense qu'il y a moyen de gagner encore un ou deux dixièmes, mais après
aller chercher plus loin, je pense que ça va être un peu compliqué et très risqué surtout. Ah bah, génial. Bah, nous aussi on est fiers de toi Étienne. Bon bah bonne course, à bientôt. Merci Pascal. Alors on a la chance d'être à la direction de course, accueilli par Jean-Marc Delétang. Jean-Marc, autour de nous, on est quand même dans un endroit bien particulier, c'est quand même exceptionnel de pouvoir filmer et t'interroger. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui se passe autour de toi ? Ben, ici, effectivement, on gère tout ce qui se passe sur le circuit. On est vraiment dans l'antre où on va être au courant de tous les faits de course, on va surveiller tous les virages. Donc tu vois, on a plusieurs écrans. On a à la fois le live qui nous permet de suivre la course en même titre que les spectateurs. Et après, on a tous les virages qui sont sur le circuit. Donc le circuit ici fait un peu plus de 5 km 600. On se retrouve à avoir une caméra pratiquement dans tous les endroits. Il n'y a pas une miette que l'on peut perdre. D'accord. Et après, on va gérer toute la sécurité des pilotes. Voilà, les pilotes vont rouler, s'il y a une chute, s'il y a une casse moteur, s'il y a quoi que ce soit, tout est géré d'ici. Je peux gérer les feux, je peux gérer les interventions. D'accord. Alors là, on a l'impression d'être un peu à la NASA. Donc toutes ces personnes qui sont derrière leurs écrans, elles ont des rôles un peu particuliers pour chacun. Complètement, parce que devant, par exemple, j'ai mes adjoints qui sont là, qui vont me permettre, s'il y a des stop and go, s'il y a des interventions à faire dans la voie des stands, c'est eux qui y vont. Après, il y a les médecins qui sont de l'autre côté. Ici, il y a toutes les personnes qui travaillent à l'année sur le circuit, qui gèrent la piste au quotidien. C'est-à-dire que c'est sur eux que je m'appuie pour faire les interventions, tout ce qui est technique, sur les nettoyages à dépolleuse, l'intervention pour avoir le matériel, tout. Voilà, ça, c'est les gens du circuit. Après, derrière moi, j'ai toute la régie, par exemple Doriano qui s'occupe de tout ce qui est relation entre Eurosport, les concurrents. Après, on va avoir le race director, donc ça c'est les gens de la FIM qui viennent, qui contrôlent notre travail. Et derrière, il y a les FIM stewards qui vont être là pour analyser les comportements des pilotes. S'il y a des pilotes qui font des choses pas bien, donc moi je vais signaler, ils vont recevoir, ils vont sanctionner. Et ensuite derrière, tout au bout, il y a tout ce qui se passe au niveau caméra, c'est-à-dire que tous les écrans qui sont ici, dis-toi qu'ils ont une capacité de 6 mois de téléchargement. Ça veut dire que si on veut revenir sur une image d'un accident, quelque chose comme ça, je vais demander à David. David, il va revenir sur la séquence et on va réussir à trouver tout ce qu'il faut. On prend l'exemple d'Axel Morin qui a reçu une pièce jeudi soir pendant les essais de nuit. Eh bien, on a réussi à savoir quelle pièce, quel moment, quelle moto. Et là, tu as aussi la possibilité d'intervenir auprès de tous les commissaires de piste. Oui, complètement. On est en radio, on est en liaison. Donc tu vois, moi j'ai une liaison avec les flags, donc c'est ceux qui sont au drapeau, avec les tracks, ceux qui sont aux interventions au sol. Et dès qu'il y a des besoins rapides, c'est eux souvent qui, bon, ils voient la chute avant nous. Ils nous disent voilà, chute au T9, on va aller voir l'information, on va pouvoir mettre les signalisations nécessaires pour informer les pilotes qui arrivent qu'il y a soit de l'huile, soit une moto sur le bord. Enfin, on peut tout gérer d'ici. Donc le directeur de course, il sort jamais de cet endroit. Il est rarement dehors. C'est pour ça que... Bah non, là quand tu fais des courses comme ça, tu passes là tout ton temps. On a droit à une pause. Toi, j'ai dormi 3 heures pendant les 24 heures. Parce qu'il y a aussi une chose qui se passe, c'est que moi j'ai dormi 18 heures en 5 jours. Bon bah Jean-Marc, toujours avec cette voix relativement discrète, on va te laisser travailler. Ouais, c'est gentil. Il reste encore quelques heures de course. Il reste encore 3h20 de course. 3h20. Donc, en tout cas, merci beaucoup avec de plaisir. nous permettre et de permettre au public de pouvoir regarder et comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'une course. Merci à toi, mon petit Jean-Marc. Merci Pascal. À bientôt, Jean-Marc. Bonne fin de journée. Voilà Pascal, on se retrouve dans le paddock, derrière les camions, derrière la voie des stands, pour cette émission que j'espère vous avez trouvée extrêmement riche. Mais il y a une suite. Le mois prochain, on vous propose la suite des coulisses du bol d'or. Ouais, la suite des coulisses le mois prochain. La suite des coulisses dans Power Sport News. Au bol, il y a le bol d'or classique, il y a le bol d'or, il y a le bol d'argent. Mais il y a aussi la MJ Super Adventure Race, c'est avec des trails. À la console, nous avons donc tous les écrans avec les différents endroits des différentes pistes, avec généralement aussi la possibilité de visualiser plus spécifiquement l'endroit où il y a un accident. Je crois que tu as été inspiré de mettre une caméra sur ma moto. Voilà, donc il y a 10 motos, il n'y a pas assez d'action cam pour couvrir absolument tout le monde. Donc j'ai eu de la chance sur ce coup-là, j'étais bien inspiré. Et qu'est-ce que tu as eu? J'ai eu effectivement une image magnifique d'un confrère, je sais pas comment on peut le dire. Un concurrent? Qui te percute l'arrière de la moto et qui chute, le pauvre. Il s'est un petit peu blessé, mais globalement ça va. Parce que tu aurais raté une vitesse sur l'angle. C'est le cas. C'était Monsieur Johan Zarco, plaisir de Francfort.